L'industrie manufacturière est en forte mutation depuis environ 5 ans. On peut identifier 3 facteurs clés qui bouleversent cette industrie. L'arrivée d'une nouvelle génération d'ingénieurs, l'obligation de créer des produits qui intègrent de plus en plus de technologies et qui soient capables de s'adapter à la diversité des marchés. Enfin, la nécessité d'innover en permanence pour les entreprises. Alors, une question se pose, est-ce que les outils aujourd'hui de CAO notamment sont adaptés à cette mutation ? Pour répondre à cette question et à d'autres questions fondamentales, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de manufacturing.fr 2 spécialistes. Le premier, Serge Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Abyss, qui est le principal revendeur des produits de chez Siemens PLM Software. Tout à fait. En face de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Ducotte, président de la société Cadware. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le principal revendeur des produits de la société SolidWorks. Alors, est-ce que le constat que j'ai fait tout à l'heure, enfin en introduction, était bon ? Est-ce que vous assistez l'un et l'autre à l'arrivée d'une nouvelle génération d'ingénieurs sur le marché du travail et donc finalement d'une nouvelle manière de travailler avec notamment cette nécessité d'utiliser les mêmes outils que l'on a chez soi dans le monde du travail ? Alors oui, c'est un constat qu'on fait au sein des bureaux d'études, dans les usines, mais dans beaucoup de domaines dans l'entreprise. C'est que les jeunes qui arrivent sont aujourd'hui habitués à travailler ou à vivre au quotidien avec des outils, avec Internet, à faire des recherches d'informations, à échanger au travers des réseaux. Et forcément, ces comportements-là ont une conséquence dans la façon qu'ils ont d'aborder le travail, les relations au travail et l'accomplissement d'une tâche. Donc on le voit au travers des outils aujourd'hui qu'on commercialise, hein, qui en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité, bien sûr se rapprochent des standards du marché. Aujourd'hui, un outil comme SolidWorks, son lancement s'est fait en particulier par le choix de la plateforme Windows. Alors il y en a d'autres maintenant, des plateformes, mais en tout cas c'est bien cette tendance-là de facilité d'utilisation, de prise en main rapide. Serge Gauthier, même constat, une nouvelle génération qui bouscule un peu les organisations des entreprises sur la manière de travailler. Oui, tout à fait, je partage tout à fait les propos en fait de mon confrère. Ce qui est certain, c'est que tout va plus vite. On a des générations aujourd'hui qui sont habituées aussi à des choses qui vont vite au travers de leur vie. Et même dans la façon d'exploiter les outils liés à l'environnement informatique sous toutes ses formes. Donc c'est pas surprenant, c'est juste différent parce qu'on leur donne aussi davantage et quelque part ils sont plus exigeants aussi sur la façon d'intégrer davantage de choses. Oui. Alors cela signifie que vous n'êtes pas éditeur de logiciels, mais vous revendez tous les deux des logiciels qui sont leaders sur leur marché en matière de conception de produits. Est-ce que cette arrivée de nouvelles générations d'utilisateurs d'outils de CAO se traduit dans vos produits par des wizards, des guides, enfin des fonctionnalités qui les guident dans leur manière d'utiliser les outils ? Et est-ce que ça correspond à une moindre compétence en matière de mécanique générale et à plus de compétences dans l'utilisation d'outils de CAO ? Déjà, ce qui est important, c'est que des wizards, en tout cas des moyens d'orienter les utilisateurs, oui, c'était fondamental parce que la CAO, même sous Windows, il y a 15 ans à peu près, hein, puisque c'était le virage pris à cette époque, nécessitait en fait d'avoir une compétence qui était accessible, enfin en tout cas l'outil était accessible par rapport à des utilisateurs qui avaient l'habitude des générations de produits d'avant. Maintenant, on est très loin de tout ça, on est sur des outils qui sont très complets, sans pour autant devenir complexes. Et les wizards existent dans pas mal de domaines. Ils permettent au moins d'accompagner là où les utilisateurs ont besoin de l'être. Après, lorsque une certaine maîtrise s'installe, eh bien, chacun a ses habitudes, ses raccourcis. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a des héritages de certaines pratiques métiers qui ont été réutilisés. Je pense à des produits de certains de nos confrères qui avaient plein de raccourcis clavier. Ça existe aussi. Donc, il y a plusieurs voies qui ont été exploitées pour, en tout cas, ouvrir au plus grand nombre les solutions pour aller au plus loin, bien sûr. D'accord. Donc, même constat de votre côté, vous avez des outils qui sont plus faciles d'utilisation avec des assistants, avec des guides, mais ce n'est pas pour contrebalancer une perte de compétences de ces nouvelles générations, mais c'est parce que vos produits sont plus complexes à utiliser, parce que le monde est plus complexe ? Je crois que le monde est plus complexe. Serge Gauthier parlait de la pression sur le time to market, pour employer l'expression consacrée. Et effectivement, les utilisateurs aujourd'hui doivent avoir un champ de compétences plus important.
D'accord. Et là aussi, c'est un grand classique dans le domaine de la CAO du PLM. Les technologies qui sont développées par les grands groupes et les éditeurs en collaboration avec les grands groupes diffusent au niveau des PME ou des ETI, qui sont les entreprises que l'on adresse. Et il faut rendre ces technologies accessibles parce que ces entreprises n'ont pas les ressources support que peuvent avoir les grands groupes. Je peux prendre un exemple si vous voulez, hein, dans l'offre SolidWorks. Donc vous avez toute la gamme de l'offre SolidWorks Simulation, donc qui permet aujourd'hui à l'ingénieur, au technicien dans le bureau d'études d'utiliser et d'avoir accès à tout un ensemble d'outils pour la simulation, pour faire la validation de conception. Eh bien, effectivement, ces outils ont été développés en termes d'ergonomie pour être utilisables par des non-spécialistes. Donc on n'est pas du tout en concurrence avec des outils très haut de gamme, qui eux sont plutôt réservés à des bureaux de calcul, mais on donne une technologie et qui va permettre effectivement au technicien, à l'ingénieur, eh bien, de pouvoir gagner du temps dans sa conception, tester différentes hypothèses pour arriver plus vite à un résultat de meilleure qualité. Donc ces outils ne sont pas pour compenser la baisse de compétences, ils sont là au contraire pour accompagner dans un élargissement de fonctionnalités. Vous avez cité le mot ergonomie, on le voit depuis quelques années, c'est plus les produits professionnels qui drivent les produits grand public, c'est le contraire. Qu'en est-il de vos outils CAO respectifs sur ce plan de l'ergonomique? Est-ce que l'on voit apparaître du tactile, les tablettes, des manières d'utiliser des produits qui sont un petit peu comme dans les logiciels de tous les jours? Il n'y a pas de raison. Alors, nous sommes bien sûr là-dessus dépendants des éditeurs. Hein. C'est eux qui développent la technologie. Et il n'y a surtout pas de raison de se priver de tout l'élan technologique qui est en train d'apparaître. Donc, les éditeurs, les uns les autres, SolidWorks au premier rang, a développé un certain nombre d'applications qui sont aujourd'hui accessibles sur des tablettes, sur des mobiles. On voit aujourd'hui apparaître de la réalité augmentée sur une tablette. Donc tout ça, c'est des outils bien sûr qui existent et qui, à mon avis, vont être de plus en plus utilisés. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur le volet par rapport à l'entreprise. Mais l'utilisateur, lui, il est demandeur. Parce que l'utilisateur, effectivement, il est plutôt en avance à la maison et donc il ne comprendrait pas de ne pas bénéficier de ces technologies dans son travail. En tout cas, c'est un constat aussi que vous faites, tous les deux sans doute. Les gens veulent aujourd'hui utiliser dans l'entreprise les mêmes solutions avec la même facilité d'accès que les outils du quotidien. Oui, de plus en plus. Et curieusement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un début d'alliance des deux mondes, entre justement ce monde du quotidien, où on peut aller même jusqu'aux jeux vidéo, dans lequel on retrouve finalement un gisement d'idées, dans lequel ne se gênent pas d'aller chercher des structures comme Siemens aujourd'hui et certainement nos confrères. Entre autres, on trouve maintenant de la modélisation par subdivision. C'est quelque chose qui est innovant, qui est directement pompé d'ailleurs sur l'approche de ce qu'on fait dans la modélisation du jeu. Une nuance près, c'est que dans le jeu, on génère en fait des triangles. Les triangles, ça plaît pas trop aux designers, on va plutôt générer des surfaces. Donc là, on trouve finalement des idées, des gisements qui font que ces deux mondes se rapprochent. Et ça va dans le bon sens. Effectivement, ça permettra à ces générations qui sont avant-gardistes, qui ont un peu l'habitude de toucher à tous ces univers, de pouvoir se retrouver dans leur univers. Oui. En matière d'ergonomie, vous avez des exemples aujourd'hui d'utilisation d'entreprises qui utilisent du tactile, les tablettes, pour soit faire des revues de projet, soit faire des modifications même de la géométrie des produits qu'ils conçoivent? Oui, alors la tablette, c'est encore une fois, c'est la mobilité, c'est une extension finalement de ce qui réside dans l'entreprise. Donc c'est une façon de pouvoir sortir de l'entreprise ou de circuler dans l'entreprise. C'est donc une façon de lâcher le fil. Ça peut permettre très très facilement un premier rêve qui existait chez pas mal d'industriels, c'est d'aller présenter leurs solutions chez le client final, chez le client, sans être obligé de dire je débarque avec un PC, j'ouvre, je me connecte. On est vraiment capable de dire dans la seconde, voilà, ça c'est votre projet. Puis après il y a des interactions qu'on peut prendre en compte qui datent de très longtemps. On voulait à l'époque bien reproduire ce qui était livré chez le client. C'est-à-dire entre ce qui était conçu dans le bureau d'études et ce qui arrivait chez le client, il y a des fois des différences. On n'a pas souvent la possibilité de les remonter pour bénéficier de ces correctifs de façon à générer un produit à l'identique. Eh bien là, c'est quelque chose qui peut plus facilement s'envisager. Donc on a effectivement des clients qui commencent à méditer, à travailler sur ces solutions-là avec un cadre PLM autour, bien sûr. D'accord, donc à la fois pour montrer ce que l'on a fait dans le bureau d'études vers le client, oui, et chez le client ou sur le site, remonter des informations telles que construites,
vers le bureau d'études pour faire une correspondance entre le réel et le virtuel. Voilà, et capitaliser sur un produit qui du coup va vivre avec un minimum d'erreurs dans la durée. Même question, vous avez des exemples précis d'utilisateurs des solutions SolidWorks qui aujourd'hui utilisent véritablement la mobilité dans le cadre de projet? Oui, bien sûr, on a... je veux dire, c'est pas du marketing, quoi. Il y a véritablement derrière des cas industriels d'utilisation de ces outils mobiles. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas du marketing, il y a des cas industriels. La seule remarque peut-être que je ferai, c'est que ce sont des domaines applicatifs dans un ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire je vais mettre toute ma CAO et tout mon PLM en mobilité sur des tablettes, c'est peut-être un peu exagéré. D'accord. Très exagéré. Par contre, il y a un certain nombre d'applications. On parlait de revues de projet, l'utilisation de configurateurs pour éventuellement, dans une démarche commerciale, pouvoir faire un travail avec le client et derrière récupérer effectivement des éléments de conception avec une interactivité. Donc ça, ce sont effectivement des choses qui se mettent en place et sur lesquelles on travaille avec nos clients. Mais ce qui est important, c'est que cette mobilité va générer dans l'entreprise, alors que ce soit l'entreprise physique dans un lieu ou une entreprise répartie dans différents lieux en France, en Europe ou dans le monde, des besoins en termes d'organisation qui vont être très différents. Donc la mobilité, c'est une demande, la technologie arrive, l'enjeu derrière, c'est l'organisation de l'entreprise pour ouvrir les vannes de la mobilité, parce que on a énormément de clients aujourd'hui qui nous parlent de protection de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un vrai enjeu. Il y a les outils, le PLM, au travers des outils de gestion de données, offre un certain nombre de capacités. Mais le plus on va donner d'accès, le plus on va distribuer l'information et le plus il va falloir la contrôler. Mais c'est exactement une transition parfaite pour ma question suivante. On parle de réseaux sociaux, de partager du contenu, des modèles. C'est en tout cas ce que les nouvelles générations font dans leur quotidien. Ils partagent la musique, ils partagent tout. Est-ce que ça va pas poser des problèmes dans l'organisation des entreprises quand cette génération va arriver dans le monde du travail ? Et est-ce que vos outils sont prêts ? Est-ce que vous êtes prêts à gérer ? Parce qu'on a parlé finalement des outils, vous me parlez du terrain, des utilisateurs. Et puis, il y a vous, en tant qu'intégrateur de ces solutions, en tant que maître d'œuvre de ces solutions dans les écosystèmes des entreprises. Ces trois branches doivent travailler ensemble et finalement, c'est peut-être vous, en tant qu'intégrateur, qui devez gérer les demandes des uns, l'offre des autres, et cette difficulté à les faire travailler ensemble, avec cette nouvelle manière de faire, de partage, par exemple. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà une maturité au sein des entreprises. C'est que les technologies dont on parle, elles ont 15 ans. Donc les entreprises les ont pas digérées, mais les ont en tout cas bien intégrées. Et on arrive presque dans une génération 2.0 où finalement on doit maintenant vraiment les adapter à la structure de l'entreprise, voire adapter un petit peu le fonctionnement de l'entreprise. Et notre rôle d'intégrateur, pour moi, je le vois justement comme ce catalyseur. D'accord. C'est à un moment donné, dans le déploiement d'un nouvel outil, d'une nouvelle architecture, il y a un besoin de ressources et un besoin peut-être d'un œil extérieur. Et c'est le rôle de l'intégrateur, justement, d'apporter cette ressource et cet œil extérieur. Mais in fine, ça reste l'entreprise qui doit s'approprier la technologie. Et à ce titre, je suis surpris, agréablement, de voir à quel point le développement produit est redevenu au cœur de la stratégie. Parce que les entreprises industrielles aujourd'hui savent que leur futur passe par de l'innovation et du développement produit, qui sont pour moi les deux grands enjeux, en tout cas pour les entreprises industrielles. Mais justement, développer des produits plus innovants, plus connectés, plus informatisés, comme on l'annonçait au début de la table ronde, ça nécessite aujourd'hui pour les jeunes générations d'utiliser du partage de contenu, des réseaux sociaux, des procédures qui n'existent pas encore dans les entreprises, qui posent des problèmes. Vous le disiez, traçabilité, confidentialité des données. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'intégrateur ? Nous, en tant qu'intégrateur, on peut leur apporter effectivement une expertise sur la façon de combiner les outils, en tout cas d'utiliser les meilleures pratiques à chaque étage
par rapport aux différentes solutions qui se proposent à eux. Maintenant, n'oublions pas que ce que l'on propose, notre rôle d'intégrateur est de proposer des outils. On n'est jamais que face à des outils. Comme le soulignait à l'instant Thierry Lecotte, on est effectivement face à des gens, des clients qui veulent développer des produits, qui veulent innover. Donc ça, c'est leur axe de travail. Maintenant, on est complètement aussi à l'écoute de cette jeune génération qui va amener des usages un peu différents. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui un site internet de nos entreprises, en fait, d'intégrateurs, il est rare maintenant de ne pas voir l'intégration à des réseaux sociaux. En fait, ça fait partie du mécanisme. Après, le tout, c'est de se dire, on a pléthore d'outils. Qu'est-ce qu'on peut faire de très pertinent pour les utilisateurs, exactement, pour le client final Quelles sont les best practices en la matière, à des préoccupations. Moi, je pense que le challenge est bien réussi à partir du moment où on a mis en fait chez un client quelque chose qui, d'une certaine manière, devient un peu transparent. C'est-à-dire que la finalité, c'est pas faire de la CAO, c'est pas de faire du PLM, c'est concevoir des produits. Donc, dès lors qu'on a amené en fait un canevas qui fait que il y a cette forme de transparence produit, le challenge est réussi. D'accord. Donc ça passe aussi par les infrastructures. Hein. Le cloud en fait partie. Enfin, il y a plein de pistes, mais c'est là où en fait notre rôle d'intégrateur s'applique le plus. Oui. Le cloud en fait partie. Que pensez-vous de la démarche de votre concurrent direct, Autodesk, qui visiblement investit massivement sur le cloud? Je vois qu'il y a de plus en plus d'outils. Il y a même de la FAO qui arrive sur le cloud. Pour vous, c'est quelque chose d'un peu en avance par rapport aux besoins du terrain? Qu'est-ce que vous remarquez, vous, dans les entreprises que vous visitez tous les jours? Le cloud, en fait, doit rendre service à différents niveaux. Si on parle de licensing, en fait, de protection de logiciels, alors ce qui est aussi un avantage fort pour ceux qui payent, c'est-à-dire qu'un client qui, lui, paye ses redevances, qui paye tout, il a le droit aussi d'avoir une communauté dans laquelle ceux qui ne payent pas vont payer. Donc, je pense qu'au côté éditeur, c'est bien parce que financer le développement d'un produit, c'est aussi financer collectivement les capacités, en fait, à aussi innover. Maintenant, sorti de ce point-là, sur le côté plus utilisation, plus client, il y a encore effectivement une forte réticence à dire je livre mes données d'industriel sur quelque part que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Alors on peut avoir du mode hébergé où on maîtrise de l'hébergement ou pas. Après, il y a encore un paramètre technologique qui n'est pas simple, c'est que dans les grandes agglomérations, on a des tuyaux qui vont à une certaine vitesse. Quand on transporte de la donnée lourde, c'est pas simple, on passe par des réplications. Donc il y a quand même des aboutissements technologiques qui doivent être là. La fibre prend du retard, hein. Enfin ça n'engage que moi, mais en tout cas j'ai un retour sur le fait que la fibre prend du retard chez nous. Donc je pense qu'il y aura une attente sur ce sujet-là, mais le plus préoccupant, c'est quand même pour un client final de se dire est-ce que je dois lâcher mes informations qui sont des informations très stratégiques pour l'entreprise. Et en fait, j'en reviens à ce schéma, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un système où on parle de sécurité, on peut parler de cryptage, c'est-à-dire qu'on a un passage à niveau, on va laisser passer des voitures, mais c'est des voitures sans plaques minéralogiques. Donc, quelque part, est-ce qu'on va être capable de mettre rapidement des plaques minéralogiques qui restent accrochées au véhicule et durablement pour assurer la propriété des données? Vous avez le même sentiment? Le cloud, c'est quelque chose qui est encore un peu trop jeune, les entreprises ne sont peut-être pas prêtes visiblement à l'utiliser? Oui, je crois que la CAO ou le PLM n'est probablement pas le champ dans lequel le cloud est le plus simple à déployer. Il y a des problématiques techniques sur les volumes de données. Je crois qu'on va y aller. C'est une tendance inéluctable, donc ça sert à rien d'aller contre, hein, et tous les éditeurs d'ailleurs maintenant commencent à développer des offres. SolidWorks le fait sur ses nouveaux développements. Donc oui, c'est inéluctable. Ça ne remplacera pas et ça va simplifier la vie des entreprises dans la gestion d'une plateforme hardware à domicile, sous réserve que les tuyaux fonctionnent. Et là, je rejoins Serge Gauthier, on les a pas aujourd'hui. Et ça peut être une installation privée, un cloud privé. Parce que l'intérêt de ces solutions, finalement, c'est de débarrasser l'industriel d'un métier qui n'est pas le sien, c'est de faire de l'IT. Lui, il doit concevoir des produits. Mais en tant qu'intégrateur, c'est d'ailleurs quelque chose demain qu'on pourra proposer. Je veux dire, de dire, ben voilà, aujourd'hui, une entreprise, et elle l'a fait depuis longtemps dans son informatique de gestion, mais se dire, ma CAO, ça me coûte tant par mois, et j'ai avec un prestataire qui prend en charge et qui peut-être vient mettre ses machines d'ailleurs chez moi. Enfin bon, il y a plein de solutions, d'accord? Mais là, on va rentrer dans des nouvelles problématiques.
de type SLA, c'est-à-dire les garanties de service. Et là, c'est encore un autre domaine. Donc je pense que c'est une tendance inéluctable. On va y arriver. Les solutions techniques sont en train d'émerger chez les différents éditeurs. Je ne pense pas que les clients, je reviens sur les clients que nous adressons, à savoir des PME, des ETI, elles ne sont pas forcément pressées de passer à cette étape-là. C'est peut-être différent pour des groupes internationaux qui ont des centres d'études répartis dans le monde, donc pour eux, ça serait peut-être plus Exactement. simple. Mais au niveau des ETI, je pense que les solutions aujourd'hui qu'on peut apporter avec le PLM, en termes de réplication de données, en termes de gestion de données distribuées, répondent aujourd'hui aux besoins. D'accord. Donc le PLM plus les outils de mobilité, je crois qu'aujourd'hui on répond aux besoins. Maintenant, bien sûr, on va accompagner la technologie, c'est évident. Alors, juste un commentaire. On peut peut-être considérer que le cloud passera par une transition qui commence à s'exercer. C'est notamment les plateformes collaboratives dans lesquelles on est capable d'échanger des données. Donc c'est peut-être une des premières vertus qui permettra d'effacer ce soupçon de confidentialité. Finalement, il y a des choses qui fonctionnent bien. Ce que j'exprimais, c'est qu'il y a une crainte. Pour autant, la crainte ne traduit pas un réel danger. Il y a un doute, c'est tout. D'accord. Mais on ne peut pas imaginer que la CAO devienne un jour comme une utility, quoi. C'est-à-dire que ce soit un service et non plus un logiciel que vous avez chez vous, et qu'il soit distribué sous forme de service par les éditeurs qui proposent, comme Google le fait avec ses différents outils, et que ce soit presque gratuit. C'est pas quelque chose qui est envisageable. Alors évidemment, ça peut vous faire du tort à vous, intégrateurs et revendeurs, mais c'est inimaginable. Je pense que c'est une question de business model. D'accord. Le gratuit, il y a quelqu'un qui a payé à la fin. Toujours. D'accord. Il y a toujours quelqu'un qui paye le gratuit. D'accord. Donc après, il faut trouver qui va le payer. D'accord. Je pense qu'en tant qu'intégrateur, bien sûr, on est là pour valoriser et développer sur la base d'une technologie qui nous est proposée par un éditeur. Mais notre valeur ajoutée, elle est dans le service et l'accompagnement qu'on apporte aux entreprises. D'accord ? Dans leur capacité d'appréhender cette technologie au plus vite, de la manière la plus performante. Donc ce volet-là restera. Il sera peut-être le seul. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est juste une modification du business model. Mais je pense que la problématique de répondre aux besoins des entreprises, d'efficacité dans le développement de produits, elle a toujours existé, elle est de plus en plus présente et je suis assez confiant sur l'avenir. D'accord. Sur l'aspect technique, est-ce qu'on va toujours avoir des modeleurs indirects, des modeleurs directs, des modeleurs historicisés, paramétriques ? C'est quoi la CAO de demain selon vous ? C'est le mix de toutes ces technologies ? Chacun prend ce qu'il veut en fonction de ses besoins ? Oui, l'histoire le démontre. On s'aperçoit que c'est un peu comme le moteur dans une voiture. L'automobile s'est construite dans la durée. C'est-à-dire que les meilleures pratiques de l'automobile, d'un moteur aujourd'hui, font qu'on a empilé des savoir-faire pendant des générations. La CAO, c'est un peu le même chemin. C'est vrai pour plein d'autres technologies, télécom ou que sais-je, ou la médecine. On s'aperçoit qu'il n'y a pas eu en fait d'exclusion d'une idée nouvelle. Quand on prend la modélisation paramétrique à l'époque, on a su tous capitaliser sur cette génération sans pour autant proscrire le reste. C'est-à-dire qu'on a accepté de dire qu'il fallait encore faire peut-être du booléen dans certains cas. Maintenant, la modélisation libre n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas considéré qu'il y avait, ça y est, le trait de génie qui faisait que maintenant, cette seule situation allait sortir remplacer toutes les autres. Tous les concepteurs d'une mauvaise situation et remplacer tout le reste. Non, en fait, il y a une stratification qui amène une combinaison, et cette combinaison répond à des besoins typiques du métier. C'est que la mécanique est un monde assez complexe. En fait, c'est un métier complexe dans créer un produit, le remettre en question. Enfin, le créer, je dirais que c'est presque simple, on peut dire. Le remettre en cause et puis le faire évoluer, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut amener à tout recasser. C'est ce que nous, éditeurs, on essaie de faire. Enfin, nous, intégrateurs, grâce à nos éditeurs, ce qu'on essaie de produire de plus en plus vers nos clients, c'est la flexibilité dans la conception. Donc, oui, il y a des nouvelles idées. J'évoquais tout à l'heure la modélisation par subdivision. C'est en fait une nouvelle technologie qui vient se rajouter au capital des acteurs de la CAO. Siemens propose ça, d'autres confrères proposeront peut-être d'autres idées. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rejet, il y a une adoption justement paramétrique, en est une belle démonstration. Il n'y a pas de modeleur aujourd'hui qui ne soit pas réellement paramétrique, même si on parle de modélisation libre à côté.
Donc même chose, même constat, vous ne pensez pas qu'une technologie, pour pouvoir aujourd'hui faire des produits innovants, il faut pouvoir les modifier très rapidement. On aurait pu penser que la modélisation directe allait tout remplacer, parce que c'est très facile, c'est de la pâte à modeler, c'est pas la panacée. Je crois que, si vous le permettez, c'est pas tout à fait le débat. Je crois qu'aujourd'hui, et je reboucle sur ce que vous disiez au début, les jeunes, ils arrivent avec une idée d'usage. En fait, la technologie, ce qu'il y a derrière l'iPad, leur smartphone, les intéresse assez peu. Ce qui les intéresse, c'est l'usage. Et je crois que c'est signe d'une maturité technologique, c'est que finalement la technologie, elle a tendance un peu à disparaître derrière l'usage. Et aujourd'hui, ce que l'on voit dans les entreprises, la question, est-ce que c'est du paramétrique, la question n'est plus une question. Elle l'était il y a quelques années, quand vraiment on pouvait considérer que c'était des ruptures technologiques, mais aujourd'hui, elles ne le sont plus. Je crois que aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple. Il est plus important aujourd'hui pour une entreprise qui fait de l'équipement industriel de se dire je vais pouvoir marier mon BE méca et mon BE élec automatisme dans la conception de mes produits plutôt que de est-ce que je suis paramétrique ou booléen. Je veux dire, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche, je crois, d'usage. Alors, enfin, la question était de répondre sur le modeleur. Non, mais tout à fait. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas, je pense que les différents modeleurs qui sont annoncés aujourd'hui ne sont pas des ruptures technologiques suffisantes pour redevenir un enjeu de décision. D'accord. Ok. Là où peut-être vous avez parlé du paramétrique. Le paramétrique était perçu comme une vraie rupture par rapport au modeleur traditionnel booléen. Mais aujourd'hui, on a des évolutions technologiques, comme disait Serge Gauthier, qui sont intégrées dans des ensembles, pour lesquels l'usage est de plus en plus simple. D'accord. Donc on gomme un peu ce volet-là. Mais il peut y avoir rupture technologique demain, on ne l'a pas vu venir. D'accord. Enfin, pour moi, la rupture technologique, effectivement, je rejoins le propos de Thierry Lecotte sur l'adressage final, c'est-à-dire le client. L'objectif du client, c'est d'aller plus vite, de faire plus efficace, de faire au plus simple et surtout pouvoir redémonter une construction, en fait, une réalisation sans se poser 1000 questions. Et surtout si c'est pas la sienne. Donc pouvoir dire, je réintègre. D'où ma question de modélisation directe. C'était l'un des intérêts de cet outil, c'était de se dire, ce que l'on avait fait avant n'a pas d'intérêt. Et si je dois modifier rapidement ma pièce pour innover, j'ai un outil qui est plus adapté. Oui, c'est en fait un point qui reste complexe, c'est-à-dire que il y a un espéranto en fait qui a commencé à exister en termes d'échange de données. Bon, chacun reste un petit peu sur ses positions en termes de. On n'a jamais vu en fait d'outils transmettre du paramétrage jusqu'à présent. Donc on voit qu'il y a réellement un cloisonnement qui est encore profond dans ce métier. Et je pense que certaines évolutions des modeleurs vont faire que ça n'aura plus d'importance finalement d'avoir cette contrainte de transmission, de paramétrage ou pas. Donc celui qui paye au final, c'est le client. C'est-à-dire que quand il va passer du temps à avoir un gars au bureau d'études qui va dire j'ai passé 3 jours à décortiquer un modèle qui n'est pas le mien pour essayer de comprendre comment je vais pouvoir le modifier, ça c'est un coût direct. Et c'est antiproductif au possible. C'est de la non-valeur ajoutée justement. Donc je pense que les outils vont apporter, ou apportent déjà une partie de ces réponses et vont les apporter de plus en plus. Maintenant, nous, notre rôle, et je rejoins complètement Thierry Lecotte sur ce sujet-là, notre rôle, en tant qu'intégrateur, c'est d'amener des outils, donc une caisse à outils, je ne sais pas trop l'expression, a été reprise ailleurs. Une plateforme numérique, c'est certain. Une plateforme numérique. Et l'idée, c'est de permettre à nos clients d'assurer, je reviens à ce message de tout à l'heure, c'est une transparence sur l'exploitation globale. Donc, pourquoi j'ai modifié ça? Est-ce que j'ai envoyé par un biais d'un service achat un plan à la bonne personne, au bon indice? Parce que sinon, si je reçois des pièces que je vais mettre à la poubelle, ça, à la limite, c'est le coût direct, c'est pas très grave. Enfin, ça l'est déjà un peu, mais si je bloque 6 machines qui valent 100 000 € chacune pendant 2 semaines, c'est catastrophique. Donc, c'est plutôt, dans notre relation, c'est avec le client, en tant qu'intégrateur, c'est ça qui nous intéresse de résoudre. Les outils, encore une fois, restent des outils. Je pense que la convivialité, l'accessibilité, le niveau de complexité qu'on peut résoudre est de plus en plus formidable, c'est vrai. L'adéquation, parce que c'est le message de départ, avec les jeunes générations se fait de mieux en mieux parce qu'ils sont curieux. Ça, c'est un gros avantage qu'ils ont. Ils sont très curieux, ils sont voraces même de plein de choses. Il faut juste les canaliser pour rester sur l'essentiel. Ça, c'est peut-être le côté le plus important pour un management aujourd'hui. Mais je pense qu'on a réellement plein d'ingrédients pour réussir à faire de bonnes recettes. Le tout, c'est de savoir ce qu'on va faire. Pour vous, c'est partagé. Vous avez des solutions qui sont prêtes.
vous correspondez à une demande de marché? Oui, je crois que... Pas de révolution en tout cas dans les... Alors, oui et non. Le volet conception CAO est aujourd'hui relativement stable, relativement maîtrisé. Et je vous rejoins quand vous dites est-ce qu'on ne va pas arriver à un niveau d'utilité assez basique. On n'est pas à l'abri, d'accord ? Maintenant, c'est tout le reste. On a parlé d'autres applications. Je pense qu'ils existent chez tous les éditeurs, entre autres les nôtres. Et derrière, c'est vraiment le volet partage de données, organisation des données, réutilisation, travail collaboratif, mise à disposition d'informations en dehors de l'entreprise, etc. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'intégrateurs, ça devient un des volets importants de notre métier. Il y a toujours la formation autour de la CAO, parce les outils sont de plus en plus puissants, de plus en plus performants, donc il faut être formé pour en tirer le meilleur. Mais on voit bien que les entreprises aujourd'hui, c'est sur leur process de développement qu'elles demandent de l'aide pour s'améliorer. Parce que le time to market, vous avez 15-20% de temps passé derrière un écran à faire de la conception, et vous avez 80% d'échanges d'informations, de réunions de suivi de projet, de consultations de fournisseurs, etc. Donc, c'est cet enjeu-là qui est important. Donc je pense qu'on a les armes, on a des outils aujourd'hui qui sont extrêmement performants, et avec cette simplicité d'utilisation, d'accord ? On est là, nous, en tant qu'intégrateurs, pour faire que le déploiement soit simple. Donc, c'est aux entreprises de les utiliser. C'est aux entreprises finalement de progresser. C'est elles finalement qui sont pas les plus en retard. Mais elles demandent. D'accord. Oui, elles demandent. Oui. Maintenant, je pense que c'est intéressant de ne pas stigmatiser dans la génération Y, en fait, ce qu'on peut entendre dire parfois sur le fait qu'on arrive avec des jeunes qui sont des fois pas assez formés. Certes, c'est peut-être plus difficile, plus délicat. Ils sont focalisés sur autre chose. C'est pas forcément le cœur métier qui est leur première motivation. Pour autant, il y a des jeunes générations qui arrivent aujourd'hui avec tous ces bagages, à la fois les connaissances technologiques et la perspective. En fait, ils se projettent assez loin dans ce que les outils vont pouvoir leur apporter. Donc, ils sont capables d'être innovants, d'avoir la perception et le sens critique des choses. Ceux qui l'ont moins vont s'intégrer, parce que ce qui est quand même généreux dans ces outils, c'est qu'ils amènent malgré tout l'élévation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un véritable laboratoire, on peut tester des choses virtuellement, ce qu'on ne pouvait pas faire. On ne peut pas descendre à l'atelier pour tirer sur une feuille de métal pendant 2 heures et se dire ça va lâcher là. Là, on peut le vérifier virtuellement. Donc, si quelqu'un travaille un petit peu plus dans son coin, il est capable quand même d'arriver à avancer, de grandir. Bon, finalement, l'important, c'est l'humain. Ce sera le thème, ce sera la conclusion de cette table ronde. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur manufacturing.fr. Au revoir.